dites que la loi sur le regroupement familial a été récemment modifiée. Elle est devenue plus draconienne, n'est-ce pas? On exige des conditions de revenus et les liens de filiation sont encore plus resserrés. La conséquence, c'est que peu de gens peuvent encore faire venir une maman pendant 2 ans pour s'occuper de leurs enfants quand ils ne savent pas les mettre à la crèche, ou le papa pour accompagner les grands-parents, etc., etc. Mais, M. Nel, la loi a été changée par une majorité. Le parti de CDH a été un des rares partis qui s'est indigné, outré et pratiquement opposé à ce que cette modification récente n'intervienne. J'ai vu beaucoup d'Africains subsahariens porter la poisse à notre communauté noire, porter le drapeau de la NVIA pour dire qu'ils vont voter NVIA. Je leur propose, si vous êtes fâchés avec les partis traditionnels, votez blanc. Ça ne veut pas dire voter pour un Européen. Votez blanc. Abstenez-vous, c'est possible, plutôt que d'aller voter la NVIA. Car chaque voix noire que vous donnez à la NVIA, c'est la poisse. C'est la poisse. C'est la poisse que vous apportez à la première génération de vos enfants, la deuxième de vos petits-enfants, à la troisième. Donc ceux qui votent autant pour la NVIA portent la poisse à leur génération dans ce pays. Car la NVIA, qui n'a pas réussi à se mettre d'accord avec tous les autres partis, sur BHV, c'est-à-dire la modification institutionnelle qui comptait dans ce pays, sur toute une série de priorités et la réforme institutionnelle, qui touche d'abord ses électeurs, elle a réussi à contraindre les partis démocratiques à modifier, sans être au pouvoir, n'est-ce pas, la loi sur les regroupements familiaux. Les premières victimes, c'est qui? C'est vous qui marchez aujourd'hui, qui appelez au boycott. Déjà, nous ne sommes pas nombreux, entre parenthèses, je trouve que c'était un peu dommage, parce que nous ne causons pas assez pour vous expliquer qu'il y a une poignée d'électeurs subsahariens, dans la région bruxelloise, nous sommes quoi, 20, 25 000, peut-être 30 000 maximum, n'est-ce pas? Et que Bart de Wever n'a pas besoin de nos voix, il a 27 ou 28 parlementaires fédéraux, il fait presque 800 000 voix à lui tout seul, ce n'est pas les 30 000 voix d'Africains qui vont le conditionner, lui mettre la pression. Par contre, il voit 30 000 voix. Durupo, lui, il en a besoin. Milquet en a besoin. C'est un parlementaire pour Milquet qui lui permet de faire. Et si le chantage que nous avons utilisé pour contraindre, je veux dire, les partis traditionnels à condamner d'une manière violente les élections au Congo, si nous mettons ça en route, eh bien, les conséquences sont celles que vous avez, c'est-à-dire la restriction de toutes les dispositions légales en matière d'immigrés. Vous avez vu la nouvelle ministre Magui Desblocs, n'est-ce pas? Vous avez lu sa note de politique générale. Eh bien, elle a dit, maintenant, vous arrivez, vous êtes candidat réfugié politique, n'est-ce pas, le plus rapidement possible. Si vous n'avez rien à faire, Beuton, dehors. Et certains disent que certains ont donné des chiffres pour dire que 90% de tous les gens qui viennent ici n'ont rien à faire ici. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? 90% c'est un peu beaucoup, peut-être qu'une personne sur deux, n'est-ce pas? Donc ça se sent au quotidien par rapport à la misère qui s'ajoute par rapport aux gens qui sont déjà en détresse, qui quittent leur pays pour venir ici parce qu'ils ne sont pas bien chez eux. Pourquoi quelqu'un décide-t-il de quitter son village pour venir vivre dans un pays où il fait du moins 15 degrés comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Sans argent, sans maison, il décide de partir de chez lui parce qu'on empêche, quelqu'un quelque part l'empêche d'y vivre chez lui. Ou on lui a confisqué ses poules, ses chèvres, ou on l'empêche de pouvoir planter, de commercer librement, comme dirait Adam Smith, n'est-ce pas? On l'empêche de pouvoir produire son manioc et son maïs pour aller le vendre, n'est-ce pas? Vous savez les minimex du CPS, le chômage, y compris les Africains les moins instruits, quand ils en font l'expérience, certains souhaitent vivre avec un dixième, un quart de ce qu'ils ont comme revenu ici, au soleil, où il fait meilleur, entouré des siens, n'est-ce pas, plutôt que de venir ici comment dit-on, dans la discrimination au quotidien, l'humiliation d'ailleurs, y compris pour ceux des gens comme moi qui assument des grandes fonctions, l'humiliation, l'injure. L'homme a besoin de respect. Moi j'ai besoin de reconnaissance et de respect, du plus grand jusqu'au plus petit. Nous avons besoin de respect. Donc, c'est un peu pas de notre faute que la situation a changé. Je voudrais rappeler à vos téléspectateurs, même si je parle beaucoup et longtemps, que le CDH, mon parti, avec l'influence de Joël Milquet, Milquet Watley, nous avons régularisé, contrairement à la vie des choses du Conseil d'État, nous avons régularisé près de 30 000 personnes. Et je trouve que mes amis, Milquet, Watley, Ludjen, et qui ont été très sensibles à notre situation, de certains d'entre nous, ils méritent un peu plus de reconnaissance par rapport à la communauté subsaharienne que ce que j'entends dire, les chantages dont nous sommes le jeu aujourd'hui. Parce que vous en parlez, je vais vous instruire et vous dire que vous savez qu'actuellement, il y a 18 000 dossiers en règle de régularisation qui sont bloqués par la NVA au Parlement fédéral, n'est-ce pas? Alors, une diaspora subsaharienne
qui arriveraient à prendre position, place, à être représentés dans les instances du pouvoir, pourraient faire pression pour que ce genre de discrimination, ce genre d'abus de droit, n'est-ce pas, dans un pays démocratique au cœur de la capitale d'Europe, ne puisse pas se répéter assez souvent. Donc votre intérêt, c'est d'être représenté. Vos médias doivent comprendre, instruire tous nos concitoyens sur la nécessité d'avoir une visibilité dans ce système qui nous permet, qui nous donne l'occasion de pouvoir nous faire entendre. Au-delà de l'aspect immigration, où il y a une vraie divergence entre les partis classiques comme le CDH, le PS et la NVA, vous admettez quand même que NVA, CDH, PS et tous ces grands partis ont quand même la même vision économique, c'est-à-dire assez libérale. Il n'y a plus vraiment de véritable clivage entre tous ces... Monsieur Nel, je vais vous instruire. Je vais vous instruire sur le sujet. Beaucoup de gens prétendent que c'est comme ça. Même moi, parfois, j'ai tenu ce genre de propos. En disant les partis se ressemblent. C'est la manière d'y arriver. Il faut réduire les déficits financiers, les déficits de la Belgique à 3%. Ramener les déficits budgétaires à 3%. Il faut trouver 12 milliards d'économies. Chacun procède à sa manière du temps. Nous, au CDH, vous abordez un sujet très sensible et même très profond. Je crois que je n'aurai pas le temps d'expliquer. Avant de changer le nom, nous nous appelions Parti social-chrétien. Nous avons fait des études et des enquêtes. On a trouvé que la majorité des gens sont au centre. C'est pour ça que nous sommes appelés centre démocratique humaniste. Et nous avons revisité ce qu'on appelle notre doctrine politique idéologique. Et nous l'avons revisité, c'est Joël Mequet qui a fait toutes ces choses-là. Et le 17 mai 2002, nous avons tué le PSC du Parti social-chrétien, n'est-ce pas? Nous avons mis le CDH, Centre démocrate humaniste. Et c'est quoi notre fonds de commerce? Qu'est-ce que nous vendons? Les socialistes protègent les pauvres contre les riches, les libéraux protègent la classe moyenne contre les pauvres, pour ne pas payer des impôts. Mais nous nous sommes dit que dans cette société, les riches et les pauvres vivent ensemble. Il n'est pas question d'opposer l'ouvrier contre le patron, mais le patron peut trouver sa part et l'ouvrier trouver également sa part. C'est pour ça que nous appelons le Centre démocrate humaniste. Notre fonds de commerce, la spécificité du CDH par rapport aux socialistes, n'est-ce pas? Et par rapport aux libéraux, c'est que nous pensons qu'il y a moyen de trouver des solutions intermédiaires. Je n'ai pas le temps de faire des démonstrations. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons une manifestation qui a parlé de la Belgique, parce que tout simplement, les socialistes estiment, avec les syndicats divers, y compris les chrétiens, que si on arrête l'index c'est quoi? C'est-à-dire, la vie chère augmente d'1%, votre salaire augmente aussi d'1%. Les socialistes estiment que toucher ça, c'est toucher aux acquis sociaux. Les libéraux estiment qu'il faut supprimer l'index, n'est-ce pas? L'Europe aussi. Et nous, CDH, où est-ce que nous sommes? Nous disons, peut-être que ce n'est pas l'index qu'il faut trouver, parce qu'il faut trouver 12 milliards. Est-ce que ce n'est pas la TVA sur laquelle il faut aller voir? Est-ce que ce n'est pas l'impôt sur la fortune qu'il faut aller voir? Il y a des solutions intermédiaires. Est-ce que ce n'est pas l'impôt de société qui est un impôt injuste, c'est-à-dire qui n'est pas progressif? Une société qui gagne de l'argent paye 30% d'impôt. Que vous ayez gagné 50 millions de bénéfices, que vous ayez gagné 1 million, vous payez 30 ou 35% d'impôt. Mais un salarié qui gagne 1000 euros paye 27% d'impôt. Celui qui en gagne 20 000 paye 50% d'impôt. Donc c'est un impôt injuste, l'impôt de société. Ne faut-il pas le revisiter, comme certains le proposent en France? Je pense notamment à François Hollande, même si ce n'est pas mon ami, je crois que c'est Bayrou, François Hollande. Je préfère que ce soit Bayrou qui le propose parce que nous sommes pratiquement du même obédience, n'est-ce pas? Certains proposent que certaines sociétés payent 15%, d'autres 25%, d'autres 35%. Donc, c'est pour vous dire, y a-t-il des différences entre les partis politiques? Même si, d'apparence, sur certains sujets, il y a des convergences, n'est-ce pas? Sur le fait qu'il faut garder la protection sociale dans ce pays, sur le fait qu'il faut davantage de policiers dans les rues pour assurer la sécurité de tous, il y a des spécificités qui sont souvent remarquables. C'est pour ça que les négociations budgétaires au niveau fédéral prennent du temps, de jours, de semaines et de mois pour savoir, avec le peu de milliards en euros que dispose l'État, on va les affecter à quoi? À payer les pensions des personnes âgées ou à payer les policiers pour qu'il y ait plus de sécurité ou à réduire les impôts des entreprises pour qu'ils engagent davantage les chômeurs et que les chômeurs puissent consommer. C'est des débats hyper techniques et compliqués, moi je trouve. Moi, je trouve.
Ça, c'est une question, celle-là, on me l'a posée aussi. Hein. On ne me l'a pas beaucoup souvent posée, mais derrière quoi je cours. Ouais, c'est un peu comme dans un film américain où, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, un type qui court sans avoir compris encore. Derrière quoi on court. Je venais de citer Martin Luther King tout à l'heure. Je dis souvent à mon épouse, c'est que, et à mes enfants, mon fils, la différence entre un être humain qui marche sur des jambes, un animal qui est sur quatre pattes, c'est que la vie doit avoir un sens. Un sens. Le sens, c'est quoi? Et on doit avoir un objectif dans la vie. Quand on a mangé, bu, copulé, dansé, fait tout ce qu'on a éprouvé toutes les jouissances, la planète, à un moment donné, on se réveille le matin, on dit, mais je vais où? Moi, dans mon action politique, si je peux dire comme ça, je vais où? Mais le monde n'est pas encore parfait. J'ai des frères et sœurs qui sont discriminés matin, midi et soir. J'ai des amis qui vivent sur des mines de diamants et qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi manger. Je vais vers quoi? Je cours pour un peu plus de justice. Je cours pour un peu plus de respect, pour un peu plus de dignité, parce que je trouve que l'homme est une créature divine, n'est-ce pas, qui mérite vraiment qu'on puisse la respecter, pour que la vie soit respectée. Je cours derrière quoi? Derrière le fait que ceux qui ont le plaisir et le bonheur de naître, que ce soit ici ou ailleurs, puissent passer le petit temps que nous devons passer sur Terre dans la dignité la plus importante. Je cours derrière le respect, je cours derrière la dignité, je cours derrière la justice, un peu de justice, parce qu'elle est perfectible, la justice, parce que le monde tel que nous l'avons organisé aujourd'hui avec la mondialisation, avec une économie qui est complètement axée sur le profit, a perdu son sens. Est-il nécessaire que chacun nous ayons 4 GSM dans nos poches? N'est-ce pas? Il y a des gens qui se posent des questions, ce n'est pas toujours les écolos. Est-il nécessaire absolument que nous allions passer des vacances 4 fois par an à Miami ou je ne sais pas où? On est pour quel plaisir? Est-ce qu'on ne se sentirait pas mieux en utilisant moins de gaz, d'électricité, je ne sais pas quoi, là où on est? Donc, derrière quoi je cours? Je cours derrière un monde un peu plus juste, un peu plus serein. Je cours derrière le fait que je ne suis pas heureux de voir des images des gens qui se font tuer en Syrie, n'est-ce pas? Pendant que Poutine dit qu'il ne faut pas toucher à Faiz el-Assad. Je ne sais pas comment ça s'appelle encore, le président syrien, n'est-ce pas? Je cours derrière le fait que je ne comprends pas que des gens soient en train de mourir dans le pays le plus riche de la planète, qui est le meilleur d'origine par ailleurs. Je cours derrière le fait que je ne comprends pas comme il fait froid autant et qu'il y ait autant de gens dans les rues qui n'aient pas à manger et qui meurent de froid dans la capitale de l'Europe. Donc votre question est assez vaste. Je cours derrière quoi? Mais surtout pas derrière le pouvoir, parce que Dieu m'en a donné un pouvoir. Je suis fils des chefs de chefferie. Donc si je ne suis pas échevin ici, mon oncle qui a quand même 70 ans maintenant pourrait me demander de régner sur une population de plus de 250 000 habitants. Donc je suis de ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche, mais dans mon cas j'ai une espèce de chefferie comme ça, vous voyez, hein, un pouvoir coutumier. Quand je retourne dans ce coin-là, si jamais je retourne, je suis vraiment un peu, comment on appelle, de droit. Je ne dis pas prince, je ne cours pas derrière le pouvoir. Car ce que j'exerce comme métier, ce n'est pas un métier facile, ce n'est même pas un métier, c'est un sacerdoce. Vous savez qu'une campagne électorale, ça coûte 30 000, 40 000 euros, et que je le paye avec mon salaire, c'est-à-dire que je prive ma femme et mes enfants de vacances de divertissement, et d'autres payent des enfants, des études à leurs enfants à Harvard, n'est-ce pas? Je ne cours pas derrière le plaisir, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de bonheur. Il y a un homme qui s'appelle Mompaka Diallo, c'est mon père, qui m'a dit un jour que c'est le seul métier qu'on fait dans notre famille. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Peut-être que j'ai été formaté pour être un peu maso, parce qu'il y a un peu de masochisme dans ce que nous faisons. On traite des parano, mais il y a du masochisme dans ce que nous faisons, n'est-ce pas? J'ai été formaté, peut-être pour essayer de construire un monde un peu plus équitable, ce qui est quelque part une utopie, hein, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas seul, il paraît qu'en politique, tous ceux qui, comme moi, pensent qu'ils ont une vocation à vouloir corriger des injustices, ils se donnent le mal que je me donne, et certains avec un peu plus de chance, qui souffrent beaucoup moins que nous nous souffrons, hein, n'est-ce pas? Je cours derrière quoi? Vous avez posé des questions les plus dérangeantes. Mais concernant, je cours derrière quoi? Je cours derrière un peu plus de dignité et de respect. D'abord pour moi-même aussi, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous l'avez dit vous-même, je travaille comme un malade et je ne suis toujours pas reconnu dans mes fonctions. Je cours rien que cette justice qu'elle commence à s'appliquer par moi-même, n'est-ce pas? Je suis un échevin, parmi 10 échevins, je n'ai pas les mêmes droits que d'autres. C'est-à-dire, quand je me trompe d'enveloppe ou de terme, une radio me réveille le matin en disant que je suis un voleur, je volais un terme. Quand je suis chez moi avec mes enfants en train de dormir, le matin, mon collaborateur me réveille pour dire il y a 4 télévisions qui veulent vous filmer parce qu'il y a un marabout. Je cours derrière ça pour essayer de faire changer ces choses, pour que ce ne soit pas ces mêmes personnes, n'est-ce pas? Et je vais terminer en vous disant qu'ils puissent
nous mettre tous dans l'esclavagisme aujourd'hui. L'ordre économique mondial tel que nous l'avons fait aujourd'hui, il n'est pas normal, il faut faire changer les choses. C'est ça le sens de la vie. À l'époque, je vais terminer par ça, on disait qu'il y a 4 pouvoirs, n'est-ce pas? Oui, il y a 3 choses qui divisent le monde, mais c'est pas ça que je parle, mais il y a 4 pouvoirs. On mettait de l'ordre, on disait par exemple la politique, la justice, la presse. Et la presse, on l'appelait le 4e pouvoir. Je vous envoie une réflexion. Voilà mon sentiment. Aujourd'hui, le premier pouvoir est l'économique. C'est qui? C'est Berlusconi qui est patron de ces chaînes. C'est les patrons de CNN, celui qui paye Al Jazeera et CNN, qui fait l'information. C'est le premier pouvoir, c'est l'argent. L'argent, avec l'argent, on achète vos caméras, avec l'argent, on achète les ondes, avec l'argent, on achète des journalistes, parce que vous n'êtes qu'un salarié, on vous paye, pour que vous disiez ce qu'on veut qu'on dise, n'est-ce pas? Celui qui a l'argent, c'est le premier pouvoir, l'argent. Le deuxième pouvoir, c'est devenu la presse, qui juge. Qui juge. J'ai été séquestré dans une cave, au lendemain matin, quand je suis sorti que j'ai porté plainte, la moitié des journalistes de mon pays ont estimé que j'étais un mythomane, que j'avais inventé. Le verdict était déjà rendu, n'est-ce pas? Et je constate, comme je le dis, en dehors de vos caméras, que la justice a exécuté ce qui a déjà été dit dans la presse, n'est-ce pas? Enfin, le 4e pouvoir, j'appelle ça l'administration, les fonctionnaires, qui ont une impunité, en général parce qu'ils ont un contrat à durée indéterminée dans leur vie. Et j'estime que le politicien, c'est le 5e pouvoir. Je cours pour changer ces choses-là.